Changement de cycle. Donc, nous attaquons aujourd'hui le cycle évalué avec un cours sur les signaux analogiques. Alors, ce cours est très proche du cours équivalent qui a lieu, qui se déroulait en physique. Il me paraît, moi, important de poser un petit peu toutes les notions qui tournent autour des signaux analogiques avant de les utiliser sur nos systèmes. Alors, on verra, ben oui, un signal analogique, c'est quoi, par définition? On les trouve où? Comment est-ce qu'on va les caractériser, ces signaux? Parce que c'est pas évident du tout. L'alternatif, le continu, le sinusoïdal, tout ça, la différence, est-ce que c'est clair? Et le signal composite, on peut dire deux, trois petites choses dessus. Alors l'objectif de ce cours, c'est d'avoir un petit peu des bases pour caractériser une grandeur analogique. Une grandeur analogique, c'est une grandeur qui peut prendre une infinité de valeurs, hein. Les différents signaux analogiques qu'on peut trouver, hein, on va regarder ça. On va avoir les notions de valeur moyenne et de valeur efficace, et les principales relations et vocabulaires, mots de vocabulaire qu'on peut avoir autour de ces signaux. Alors c'est un cours un petit peu fourre-tout, j'ai envie de dire, qui est peut-être un petit peu brouillon, mais malgré tout, c'est aussi un cours de révision sur un tas de notions qui ont déjà été vues, soit en SI, soit dans les cours de physique, hein. Alors les signaux analogiques, on les trouve un peu partout dans notre système multiphysique. On les trouve évidemment sur les capteurs, hein, les grandeurs physiques qui vont se transmettre, mais on les trouve aussi sur toute la chaîne d'énergie, les représentations des puissances, des courants, des pressions, de tout ce que l'on veut, des vitesses, des efforts. Ce sont des signaux analogiques, hein. Un signal analogique prend une infinité de valeurs possibles, hein. C'est la représentation du réel finalement, sous forme d'une grandeur qui varie en fonction du temps. Alors le signal le plus simple à regarder, c'est le signal continu, hein. Un signal continu, c'est un signal qui ne varie pas. Ça, c'est extrêmement simple à comprendre. Par opposition au signal variable, qui est un signal qui varie, hein. C'est un signal qui n'est pas continu, c'est un signal variable. Ça, c'en est un, mais je pourrais décrire une infinité de signaux variables. Alors la seule petite contrainte, c'est de ne pas faire marche arrière sur l'axe des temps, parce que voilà, les signaux, on ne fait pas marche arrière dans le temps. Plus courant, le signal périodique, hein, c'est un signal qui se répète régulièrement. Alors en mathématiques, vous avez dû voir ça, on dit S de petit t la variable plus grand T la période égale S de petit t, hein, donc ça c'est la définition d'une fonction périodique. On va avoir quelques petits éléments, hein, qu'on peut toujours trouver autour de notre signal, hein. La valeur crête ici, qui est la valeur maximum atteinte par le signal, et on peut parler de valeur crête à crête, hein, ou d'amplitude du signal pour un signal périodique. Dans un système, on va distinguer le régime qui est dit transitoire, dans lequel les signaux sont dits variables. Le régime transitoire, ben, c'est le passage finalement lorsqu'on met le système en marche, hein, ou lorsqu'on passe d'un état à un autre, il y a une transition d'un état vers un autre état. Et on a le régime permanent dans lequel les signaux sont continus et ou périodiques, hein. Donc c'est important de savoir quand on est dans la phase d'étude d'un système, est-ce qu'on est dans le régime transitoire? Dans le régime transitoire, ben les signaux vont varier jusqu'à ce qu'ils se stabilisent, soit sur des valeurs continues, soit sur des valeurs périodiques. Donc dans ce cours, on s'attache aux signaux continus et aux périodiques du régime permanent. Il y a un autre cours, le suivant, qui s'attachera plus particulièrement à décrire les signaux analogiques qu'on va trouver dans les régimes transitoires. Alors, on va avoir un signal alternatif, hein, qui a la propriété d'être de valeur moyenne nulle. Alors, je n'ai pas encore défini la valeur moyenne nulle. On dira qu'une valeur moyenne nulle, il est aussi souvent positif que négatif. C'est-à-dire que la surface ici entre mon signal sur une période, lorsque je fais cette étude, lorsque sur une période je regarde, eh ben, il est aussi souvent négatif que positif. Ça veut dire que ces deux surfaces sont égales, hein. Donc il s'équilibre entre le positif et le négatif, c'est un signal alternatif. Un signal composite,
Eh ben, c'est un signal périodique qu'on va décomposer en un signal continu plus un signal alternatif. Voilà un signal, par exemple, ici, là. Eh ben, ce signal-là, on va écrire que c'est une constante plus une fonction de t. La propriété de cette seconde fonction de t, c'est d'être de valeur moyenne nulle. Donc un signal alternatif. Donc on va appeler SC la composante continue du signal et on va appeler SA de t la composante alternative du signal. Ici, SC, on voit, hein, ça se situerait ici, hein, c'est la composante continue de notre signal. Et on a la composante alternative hein, qui se retrouverait ici, donc c'est notre signal rouge descendu au niveau de l'axe du temps pour équilibrer encore une fois de chaque côté. Et on voit très bien que le signal rouge ici, c'est bien le signal vert plus le signal en pointillé. Hein. Alors, je ne fais pas la démonstration, c'est une démonstration qui se fait par l'absurde, euh, voilà, sur le calcul des valeurs moyennes. Alors, parlons-en de la valeur moyenne. La valeur moyenne, il y a une définition mathématique de la valeur moyenne, c'est tout simplement un calcul d'intégrale. Donc, la valeur moyenne de notre signal, ici une tension par exemple, c'est 1 sur t, somme sur un intervalle de longueur t, de u de t dt. Donc, c'est un calcul d'air divisé par la période. C'est l'aire du signal sous la courbe divisé par la période. Les aires sont comptées algébriquement. Lorsqu'elles sont sur le dessus de la courbe, elles sont comptées positives. Lorsqu'elles sont en dessous de l'axe des temps, elles sont comptées négatives. Ici, j'ai pris la notation de t0 à t0 plus t, donc c'est sur un intervalle de longueur t. Des fois, on voit une relation qui dit de 0 à t. Cette relation est trompeuse et nous ferait systématiquement calculer notre signal analogique de 0 à t. Or, en fait, peu importe, on fait le calcul sur un intervalle de longueur t. Et un petit moment de réflexion avant de se lancer dans le calcul pour voir où est-ce que le calcul va être le plus court pour faire ce calcul de valeur moyenne, en général, c'est du temps de gagner. Voilà ce que j'ai à dire sur cette relation qui n'a rien de compliqué, si ce n'est que c'est du calcul intégral. Alors, on n'oublie jamais que le calcul intégral, c'est du calcul de surface, et que donc, bien évidemment, si on a des rectangles, si on a des triangles, si on a des trapèzes, on évite le calcul intégral et on fait plutôt le calcul des surfaces. Hein, et on n'oublie pas, à la fin, de diviser par la période. Hein. Une autre réflexion, la période du signal. Bien éviter de faire un calcul sur 2 périodes. Alors bien évidemment, hein, si on fait un calcul, si on se trompe et qu'on fait le calcul sur 2 périodes, le résultat reste le même. Hein. Mais des fois, on va un petit peu vite, on a une période qui est donnée, on a des signaux qui sont multipliés, qui sont mis au carré, etc. Le signal est différent. Et finalement, le signal dont on veut rechercher la valeur moyenne, il se trouve que sa période a changé. Elle est peut-être 2 fois plus petite, elle est peut-être moitié moins que celle du signal qu'on avait avant. C'est quelque chose d'assez courant, on le verra en TD. Donc la valeur moyenne, on va la noter, moi j'essaye de la noter S de t ici, hein, donc entre crochets, ou S moyen, ou S s'il n'y a pas d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on considère qu'on a un signal moyen, voilà. Donc c'est pas très propre. Il vaut mieux employer cette première notation, la valeur moyenne de S de t, et à la rigueur le S moyen. Mais parfois dans la littérature, on voit le signal tout seul. Alors, deux, trois notions à connaître sur la propriété de la valeur moyenne. Si j'ai 2 signaux et que je fais la somme de ces 2 signaux, la valeur moyenne de la somme, c'est la somme des valeurs moyennes. Donc ça, c'est directement lié aux propriétés de l'intégrale. Hein. L'intégrale de f1 plus f2, c'est l'intégrale de f1 plus l'intégrale de f2. Donc ça se démontre sans aucune difficulté. La valeur moyenne d'une somme, c'est donc la somme des valeurs moyennes. Si on multiplie notre fonction par une constante, hein, de la même façon, on va avoir la fonction, le signal lambda s de t, sa valeur moyenne, c'est lambda fois la valeur moyenne de s de t. Hein, là aussi, directement issu des propriétés de l'intégrale, hein, une primitive de lambda f, c'est lambda la primitive de f. Hein. Donc la valeur moyenne d'un signal multiplié par une constante, c'est la constante multipliée par la valeur moyenne du signal. Là, ce sont 2 propriétés triviales, mais qui me permettent de vous avertir sur une relation qui n'est pas vraie. La valeur moyenne d'un produit n'est pas le produit des valeurs moyennes. Alors ça, c'est très important. Très rapidement, j'en donne une petite démonstration. Dans les régimes sinusoïdaux électriques où j'alimente une résistance, par exemple, avec une tension sinusoïdale,
Eh bien, ma tension est sinusoïdale, donc de valeur moyenne nulle. Le courant est U égale RI est lui aussi sinusoïdal de valeur moyenne nulle. La puissance instantanée, bah, c'est U de t fois I de t. La valeur moyenne de cette puissance est non nulle puisque la résistance chauffe, et donc ce n'est pas le produit des valeurs moyennes, puisque le produit des valeurs moyennes ferait 0. Hein, donc je ne sais pas, réfléchissez un petit peu à ça, vous verrez immédiatement que ce n'est pas vrai. Alors attention, c'est pas parce que ce n'est pas vrai que c'est jamais vrai. On ne peut pas affirmer, partir d'un postulat que le produit des valeurs moyennes, c'est la valeur moyenne des produits. La valeur moyenne d'un produit, oui, c'est le produit des valeurs moyennes. Attention, attention, surtout dans les calculs de puissance. On l'a vu auparavant, hein, si une des deux fonctions est constante, eh bien ça marche. Hein, si j'ai S1 de t qui est constante, à ce moment-là, ça marche. Je peux sortir la constante de ma valeur moyenne. Mais lorsque je vais écrire tout ça, il faut que je sois très rigoureux dans mon écriture et dans mon développement. Donc on retient, la valeur moyenne d'un produit n'est pas le produit des valeurs moyennes. Quelques résultats triviaux rapidement sur les valeurs moyennes. Hein. La valeur moyenne de sinus oméga t, bah, c'est 0. La valeur moyenne cosinus oméga t, les fonctions sinusoïdales, on voit bien, hein, il y en a autant au-dessus qu'en dessous de l'axe des abscisses. La valeur moyenne de sinus carré oméga t, alors ça c'est un petit peu moins évident, bah, c'est 1,5, tout comme la valeur moyenne de cosinus carré oméga t. Alors ça vient directement, on peut essayer de le voir, hein, un sinus carré est toujours positif. On va aller entre 0 et 1 finalement, donc je vais avoir si je fais le carré, et puis quand je développe linéairement cos carré, hein, j'ai 1 plus cos 2x sur 2, donc 1 demi plus cos 2x sur 2, le cos 2x sur 2, sa valeur moyenne est nulle, donc la valeur moyenne d'une somme des valeurs moyennes, valeur moyenne de 1 demi, c'est 1 demi, valeur moyenne de cosinus 2x, et ben c'est 0. Donc voilà, on montre immédiatement. Donc on gagne beaucoup de temps hein, lorsqu'on connaît ces valeurs moyennes qui sont souvent utilisées. Et attention, le produit de la valeur moyenne de sinus oméga t fois cosinus oméga t, eh ben, c'est 0. C'est le seul cas où le produit sinus cos est nul. Lorsqu'il y a un déphasage de pi sur 2 entre deux tensions sinusoïdales, là on a une valeur nulle. Alors là, on peut passer par la formule sinus A cos B, 1 demi de cos A plus B, cos A moins B, etc. Enfin voilà, on peut utiliser les relations que l'on a sur les linéarisations de ces fonctions. Passons à la valeur efficace. Alors, à l'origine, la valeur efficace, sa définition, c'est que c'est la valeur du courant continu qui produit le même effet Joule dans une résistance. Donc on avait un courant variable, on voulait identifier ce courant variable, lui donner une caractéristique qui avait une signification physique, et sa signification physique, c'était de produire le même effet Joule. Alors l'effet Joule, c'est RI carré. Donc pour un courant continu, si je veux faire le RI carré, je suis obligé de faire la valeur moyenne si j'ai un courant variable. Hein, donc je fais la valeur moyenne sur une période. On parle bien évidemment d'un courant périodique. Hein, donc des RI carré de t. Hein, et voilà. Du coup, je peux simplifier par R. Hein, donc il me reste ici ma valeur efficace au carré. Donc j'ai plus qu'à écrire que la valeur efficace de I, c'est racine carrée de tout ça. Alors, retenir cette petite formule, on peut, hein, je retiendrai plutôt, moi, que c'est l'origine, c'est l'effet Joule, mais je crois qu'il vaut mieux essayer de retenir la petite phrase qui va avec, et qui nous dit la valeur efficace, c'est la racine carrée de la valeur moyenne du signal au carré. Concrètement, c'est ce qu'on appelle une moyenne quadratique, hein, quand on prend la racine carrée de la somme des carrés, hein, quelque part, c'est un peu ça. Donc c'est une moyenne quadratique. Mais retenir cette phrase, la valeur efficace, c'est la racine carrée de la valeur moyenne du signal au carré. Conclusion, pour calculer une valeur efficace, je mets mon signal au carré, je calcule sa valeur moyenne et je prends la racine carrée. Je remonte ma petite phrase pour faire le calcul. Donc je commence toujours par sortir ma petite phrase, la valeur efficace, c'est la racine carrée de la valeur moyenne du signal au carré. Et quand je fais mon calcul, je mets mon signal au carré, je prends la valeur moyenne et je prends la racine carrée. Attention, les valeurs efficaces ne s'ajoutent pas.
très important, vous avez ici une loi des nœuds, donc on pourrait tenter d'écrire que I1 plus I3 c'est I2, ou on pourrait vouloir dire que I1 moins I2 plus I3 égale 0. Oui, la somme des courants carrés est orientée, sauf que si on regarde bien la définition de la valeur efficace, on perd la notion de signe. La valeur efficace de I, c'est aussi la valeur efficace de moins I de T. Donc je perds la notion de signe dans la valeur efficace. La valeur efficace est toujours positive. Donc, et faire une loi des nœuds avec des choses qui sont forcément positives, où on a perdu la notion de signe, ce n'est pas possible. Par contre, on peut toujours écrire, évidemment, la loi des nœuds en termes de valeur instantanée, et on peut aussi l'écrire en valeur moyenne, évidemment. Hein. Donc, parce que la somme des valeurs moyennes, c'est bien la valeur moyenne d'une somme. Hein, on est d'accord avec tout ça. Donc attention, attention à ces histoires de valeurs efficaces. Et là, on se fait souvent avoir. On ne peut pas additionner des valeurs efficaces. On ne peut pas faire des lois des nœuds. On ne peut pas faire des lois des mailles avec des valeurs efficaces. Jamais, 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 jamais. Revenons un petit peu sur notre signal composite pour voir si on peut trouver sa valeur efficace. Donc, on va calculer la valeur efficace de notre signal composite. Donc, on le décompose ici, la composante continue, la composante alternative. Donc, on a notre petit calcul intégral. Donc, on a un carré. Ben, le carré, on va utiliser les identités remarquables pour le calculer. Donc, on va avoir SC carré, le double produit, 2SA plus SC, et puis SA carré, etc. On développe l'intégrale d'une somme, somme des intégrales. Hein. Donc, on a ici la valeur moyenne d'une constante, ça va être SC carré. Ici, on va sortir la constante de SC. On a la valeur moyenne d'un signal alternatif, 0. Donc, ça, on oublie. Et il nous restera, ici, j'ai la valeur moyenne du signal alternatif au carré. C'est finalement la valeur efficace du signal alternatif. Donc, il nous reste là-dedans, S carré efficace égale la composante continue au carré plus la valeur efficace de la composante alternative au carré. Ce qui nous donne une petite relation, que je ne vous demande pas de connaître, mais qui vous sera donnée de temps en temps lorsque vous en aurez besoin, qui permet de trouver la valeur efficace d'une composante, d'un signal composite. Encore un petit résultat trivial, vraiment extrêmement utile. La valeur moyenne d'une demi-période de sinusoïde, quand on l'a ici, celle-là, c'est bien de la connaître. Donc, bien évidemment, avec la valeur en angle, hein, sinus x, hein, dans notre fonction. Donc, ici, cette surface, c'est 2. Tout simplement parce que la primitive de sinus x, hein, vous l'avez, c'est moins que sinus x. Et puis, quand on fait, etc., la valeur en pi et la valeur en 0, on va avoir toujours du 1 moins moins 1, c'est-à-dire ça fait 2. Alors voilà. Essayons de le retenir. Ça nous fait gagner énormément de temps quand on a souvent des petits calculs là sous une courbe. Alors évidemment, hein, je vais multiplier par pi. Si j'ai autre chose ici, je divise par la période. Hein, voilà, c'est linéaire. Et puis si j'ai grand I crête, hein, je vais multiplier par grand I crête. Mais ça me fait gagner énormément de temps. Alors, on va étendre un petit peu la notion de signal continu, parce que la notion de signal continu, un signal n'est jamais parfaitement continu. Il faut prendre une loupe et le regarder de plus près pour voir qu'en fait, il y a du bruit, il y a une petite ondulation, voilà, il n'est pas parfaitement continu. Donc en fait, on va essayer de caractériser, pour les comparer. Si les signaux ne sont jamais continus, il y en a peut-être qui sont plus continus que d'autres. Hein. Donc pour les comparer, pour donner leur valeur, on va faire des taux. Alors, il y en a plusieurs, je vous les donne juste comme indication pour dire qu'il n'en existe pas qu'un seul, il en existe plusieurs finalement, en fonction de l'application. Est-ce qu'on travaille plutôt en termes de signal, en termes d'énergie, en termes de... Voilà, on ne va pas forcément utiliser la même façon de caractériser les signaux. Donc on va le définir, par exemple, on a la notion de facteur de forme, où on va faire le rapport entre la valeur efficace et la valeur moyenne. Alors bien sûr, si notre signal est parfaitement continu, une valeur efficace d'un signal constant, c'est la valeur efficace. La valeur moyenne d'un signal constant, c'est aussi le signal. Donc ce facteur vaut 1 lorsque le signal est parfaitement continu. C'est vrai qu'avec un multimètre, hein, on peut facilement passer de la position AC à la position DC. Et on a accès à ce moment-là, si on a les mêmes valeurs, on est sur un signal continu ou très très continu. S'il y a une toute petite différence, le signal efficace sera un petit peu plus grand que la valeur moyenne.
et on trouvera des facteurs qui sont plus grands que 1. Donc ce facteur vaut 1 lorsque le signal est parfaitement continu, et autrement il est plus grand que 1. On peut avoir aussi le taux d'ondulation, donc cette fois-ci on prend la valeur efficace de l'ondulation, la valeur efficace de la composante alternative, divisée par la valeur moyenne. Donc là c'est quelque chose qui tend vers 0 lorsque le signal est continu. Et on a quelque chose de plus basique, qui est un facteur d'ondulation. Cette fois-ci, c'est les valeurs crête à crête de l'ondulation divisées par la valeur moyenne du signal. C'est pas vraiment à retenir, tout ça, c'est même pas du tout à retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que, voilà, un signal n'est jamais parfaitement continu, et on a besoin de caractériser la qualité d'un signal continu, et on utilisera pour ça des calculs de valeur moyenne et de valeur efficace de notre signal. On va terminer ce cours avec un petit peu de vocabulaire pour décrire des signaux. Là, je vous mets un petit peu en vrac tout ce qu'on peut avoir. Donc, on a des signaux continus, périodiques, valeur moyenne, valeur efficace. Déjà, on peut donner fréquence, pulsation. On n'oublie pas que F, c'est 1 sur T et que oméga, c'est 2πf. Ça, c'est bien évidemment à connaître. Donc, c'est un élément important. On va parler effectivement de valeur crête, crête à crête, etc. On va caractériser la forme du signal. Donc, on a les signaux sinusoïdaux, les signaux carrés. Alors, attention au signal carré. Carré au sens de le temps bas égale le temps haut. Il n'y a pas de carré ici. Ça n'a pas de sens. Ici, c'est un temps, et en ordonnée, c'est la grandeur. On ne peut pas dire que ces deux valeurs sont égales. Oui, sur une représentation graphique, on peut avoir des distances qui sont égales, mais ce ne sont pas des choses égales, ils ne sont pas de même nature. Donc, quand on parle d'un signal carré, c'est qu'il est aussi longtemps à l'état haut qu'à l'état bas, sachant que l'état bas peut être positif, négatif, etc. Donc on va avoir un signal carré. Le signal triangulaire, c'est un signal qui monte avec une pente opposée à celle de la descente. Vous voyez, donc ici on a juste un changement de signe de la pente. Un signal en dents de scie, il monte et il redescend à la verticale. Et puis on peut imaginer aussi des signaux un peu en dents de scie, qui sera un mélange des deux, avec une pente différente à la montée et à la descente. Un signal rectangulaire, c'est un signal qui n'est pas aussi longtemps au temps haut qu'au temps bas. Voilà, donc on a un signal rectangulaire d'une manière générale. Un signal ici, il est tout le temps positif, il va être considéré comme unidirectionnel. Et ce signal est positif ou négatif, il va être considéré comme bidirectionnel, par exemple. Dans ce qu'on peut donner, on peut parler d'amplitude crête à crête, on l'a déjà vu, on peut parler d'amplitude positive, donc c'est la partie qui est au-dessus de la valeur moyenne, et d'amplitude négative, c'est la partie qui est en dessous de la valeur moyenne. Alors, un signal extrêmement important à connaître, qui va vraiment nous suivre tout au long de cette année, c'est le signal qu'on appelle un rapport cyclique variable ou à modulation de largeur d'impulsion. On appelle ça un signal MLI. C'est un signal dont on a finalement le rapport ici T1, le temps haut, qui est variable par rapport à la période. Et on va appeler alpha le rapport entre T1 et grand T. Et cette valeur de alpha peut varier, nous donnant des temps finalement hauts, plus ou moins grands par rapport à la période. C'est pour ça qu'on parle d'une modulation, un changement de la largeur d'impulsion. Un signal à modulation de largeur d'impulsion, MLI, PWM en anglais, Pulse Wise Modulation en anglais. Ouais. Donc voilà, ce qu'on va voir surtout, c'est dans les TD, évidemment, parce que là, ce sont les TD qui vont nous aider. On fait un petit bilan vite fait. Donc finalement, un signal continu, on sait que ça n'existe pas. Il y aura toujours une petite ondulation résiduelle, plus ou moins grande, et on le caractérisera avec des facteurs. J'en ai présenté quelques-uns, mais ils ne sont pas à connaître. Un signal alternatif, donc, c'est un signal de valeur moyenne nulle, périodique et de valeur moyenne nulle. Une valeur moyenne, on l'a vu, c'est 1 sur T, somme sur un intervalle de longueur T de S de T dt. Donc c'est une relation à connaître. C'est la définition de la valeur moyenne.
On retient que U de t, valeur moyenne de U de t égale 0, et si I de t égale 0, le produit n'est pas obligatoirement nul, hein. On ne peut pas dire que la valeur moyenne d'un produit, c'est le produit des valeurs moyennes. Ça, c'est possible évidemment, mais on ne peut pas dire qu'il y a implication de ces deux choses-là. La valeur moyenne de sinus oméga t, on l'a dit, c'est 0. La valeur moyenne de cos carré ou sinus carré oméga t, c'est 1,5. Et la valeur moyenne du produit du sinus par le cosinus, c'est 0 également. La définition de la valeur efficace, je retiens la petite phrase. La valeur efficace, c'est la racine carrée de la valeur moyenne du signal au carré. On retient cette petite phrase. Peut-on additionner, soustraire des valeurs efficaces? Non, ça n'a pas de sens, hein. On ne peut pas les additionner. En fait, on peut les additionner moyennant des précautions que l'on verra un peu plus tard en cours. Mais d'une manière générale, je dois toujours, lorsque j'additionne deux valeurs efficaces, je dois toujours justifier l'utilisation de l'addition dans le cas particulier. Donc je fais très très attention quand on me demande d'additionner des valeurs efficaces. Voilà, le prochain cours sera une introduction au système asservi. En réalité, une introduction aux signaux que l'on trouve dans les systèmes asservis et en particulier au régime transitoire.